Bonsoir à toutes et à tous et merci de regarder l'autre 20h, la tranche d'infos quotidienne de la Web TV Le Média. Restez avec nous jusqu'au bout parce qu'en deuxième partie de soirée, nous diffuserons un documentaire qui nous tient à cœur, dont Julien Brigaut viendra nous parler ici. Mais commençons par le récap de l'actu. Peut-on s'affranchir de la diplomatie économique belliqueuse de Donald Trump par le contournement? C'est en tout cas ce que l'Union européenne a essayé. L'objectif était de commercer avec l'Iran, en dépit des sanctions américaines visant toute entreprise étrangère se hasardant à le faire. Il s'agissait en gros d'un système de troc assez sophistiqué. L'administration Trump y a réagi vivement. Nous n'allons pas permettre que nos sanctions soient contournées par l'Europe ou qui que ce soit d'autre, a martelé Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui a comparé la chambre de compensation envisagée par l'Europe à une banque centrale du terrorisme. Le message de Washington est clair. Soit vous êtes nos obligés, soit vous êtes nos ennemis. Un rapport parlementaire sur l'alimentation industrielle a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il propose des mesures fortes. Je vous en cite quelques-unes. La réduction du nombre d'additifs autorisés, la limitation de la teneur en sel, en sucre et en acides gras, la mention obligatoire de l'indice Nutri-Score sur les produits transformés et ultra-transformés, l'amélioration des repas à l'école ou à l'hôpital, ou encore la distribution de coupons alimentaires permettant aux familles démunies d'acheter des produits de qualité. Tout cela est bien beau, mais sans faire de mauvais esprit, on a envie de se demander ce qu'en pensent les divers lobbies qui, si l'on en croit à l'ancien ministre Nicolas Hulot, sont très présents dans les cercles du pouvoir. D'autant plus que certaines des mesures préconisées dans ce rapport rappellent des amendements rejetés par la majorité lors des débats sur la loi alimentation en juin dernier. Finalement, l'Aquarius débarquera sur l'île de Malte, à la demande de la France qui prendra 18 des 58 migrants qui s'y trouvent. Les autres ont vocation à être répartis entre l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Rappelons que sous la pression de l'Italie, Panama a retiré à ce bateau son pavillon. C'est désormais un navire clandestin qui ne pourra plus secourir ceux qui se noient dans le tombeau marin qu'est devenue la mer Méditerranée. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas regarder les migrants comme une masse informe de malheureux sans visage. Aux médias, nous avons voulu nous attarder sur le destin tragique de Karim, un jeune homme de 31 ans qui s'est donné la mort au centre de rétention de Cornebarieux en Haute-Garonne. Dolores Baquela a interrogé Alain Siklinski de l'association Cercle des voisins qui a bien connu Karim. On l'écoute. Bonjour Monsieur Siklinski. Vous êtes donc un des bénévoles du Cercle des voisins, qui est l'association qui a notamment alerté sur la mort de ce jeune homme qu'on appelle donc Karim. Vous qui l'avez connu, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Karim ? Qui était Karim ? On ne sait pas si c'est son vrai prénom. Karim est arrivé au centre de rétention de Cornebarieux suite à un petit problème au centre de rétention de Perpignan. Donc c'est ce qu'on appelle un transfert. Karim était une personne gravement malade avec un comportement un peu difficile dû à cette maladie. Effectivement, c'était un très très grand toxicomane, donc il était vraiment hyper dépendant et sans dope, il tenait pas quoi. Donc ça relevait plus de la psychiatrie. Quels ont été les rebondissements administratifs qui ont conduit Karim au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarieux? Il est arrivé et il avait déjà fait effectivement ce qu'on appelle les 30 premiers jours de rétention. Alors les 30 premiers jours servaient normalement à définir de quel pays était Karim, et puis donc on pensait qu'il était tunisien, donc la préfecture a fait toutes les recherches par rapport à la Tunisie, et la Tunisie ne l'a pas reconnu. Donc il n'était pas tunisien. Mais ça, la préfecture le savait, donc on l'a su quand il est passé devant le juge pour la deuxième fois, c'est-à-dire c'était dimanche dernier, ou dimanche matin. La préfecture nous a annoncé ça, que malheureusement les autorités tunisiennes ne l'avaient pas reconnu, et donc que la préfecture voulait la prolongation de 15 jours supplémentaires pour pouvoir déterminer le véritable pays où était né Karim. Ça a été vraiment la chose la plus dure à entendre. On a déjà fait 30 jours de rétention. De reprendre encore effectivement 15 jours, ça fait 45 jours, c'est vraiment difficile, surtout dans son état. Même si c'est difficile à déterminer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, selon vous, a conduit Karim au suicide ? Alors, ce qui fait qu'il se soit suicidé, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs.
Il y a effectivement sa maladie, il y a sa dépendance, il y a les conditions aussi de rétention qui sont des conditions quand même excessivement difficiles. C'est le lieu, la privation de liberté dans ces conditions-là, c'est abominable. On n'a rien. On n'est pas comme en prison avec un terrain de foot où on peut aller jouer au foot avec les copains de temps en temps. Là, il n'y a rien du tout. En centre de rétention, on attend. On est là peut-être avec son téléphone, mais on est là et on attend effectivement un départ, un avion, voilà. Et tous les jours, ça peut tomber à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment de la journée et de la nuit aussi. Donc c'est tous les jours effectivement cette angoisse. Donc tout ça fait effectivement que Karim a pu effectivement décider de mettre fin à ses jours. Est-ce que cette mort tragique, douloureuse, n'illustre pas les méfaits de la loi Asile et Immigration promulguée un peu plus tôt cette année ? On ne construit pas quelque chose pour enfermer des gens, quoi. Surtout, effectivement, des personnes qui ne sont ni des criminels ni des délinquants. Ce sont juste des gens qui ont oublié leurs papiers de l'autre côté de la Méditerranée. Les centres de rétention, ils ont été conçus non pas pour effectivement faire vivre des gens pendant 45 voire 90 jours. Ils ont été conçus normalement pour que dans les 10 premiers jours de la rétention, l'éloignement soit effectué. Donc tout ça, ça nous inquiète. On sait effectivement qu'on va arriver effectivement à des situations dramatiques dans ces centres de rétention. Et sans transition, nous passons à notre toute nouvelle chronique économique. Elle est signée de Franck Dedieu et je suis sûr que vous l'apprécierez. Vous l'avez sûrement entendu sur le mode de l'angoisse, de l'effarement, la dette française va franchir la barre symbolique des 100% du PIB, du produit intérieur brut, suite à l'opération de reprise de la dette de la SNCF. On imagine une ardoise longue comme le bras. On compte les richesses produites par chacun des Français. Pendant un an, on fait la somme et cela représente la dette de la France. Alors, effectivement, vu sous cet angle, ça fait beaucoup. Les libéraux poussent des cris de détresse. Certains se demandent même si le FMI ne va pas nous mettre sous tutelle. Le spectre de la Grèce plane au-dessus de nos têtes. En fait, n'allons pas trop vite en besogne. La photographie de la dette ne veut pas dire grand-chose. Son montant brut de décoffrage ne suffit pas à bien comprendre l'enjeu. Il faut regarder 3 notions périphériques autour de ce fameux ratio des 100%. Et c'est à l'aune de ces éléments que l'on pourra juger de sa dangerosité. Et vous verrez que les cris d'horreur ne sont pas justifiés sous certaines conditions, nous le verrons. La première notion à prendre en considération, elle est de nature patrimoniale. Le passif, on le connaît, la dette, 2300 milliards d'euros. Mais l'actif en face, quel est-il ? Selon la Cour des comptes, il faut compter environ 1000 milliards, en excluant évidemment les monuments inestimables. C'est déjà ça. Mais les gouvernements successifs, il faut bien l'avouer, ont beaucoup privatisé et ce trésor s'amenuise. Comme l'illustrent les exemples récents de la Grèce et du Portugal, une dette qui augmente trop vite oblige à céder des actifs, les trésors de famille. Mais ne nous arrêtons pas à cet actif et à ce passif, il y a une deuxième notion, cette fois financière. Il ne faut pas regarder la dette actuelle, mais les conditions dans lesquelles on contracte les dettes futures. C'est compliqué ? Non, en fait, c'est très simple. Ça s'appelle le taux d'intérêt. Quel est le prix à payer pour nos dettes futures ? Ce taux est le reflet de la signature de l'État selon les marchés financiers. Et quel est-il ce taux ? À horizon 10 ans, il est de 0,67%. C'est très faible. Le taux est même négatif à horizon 5 ans. C'est tout de même assez cocasse de voir les libéraux se plaindre de la dette alors que les marchés auxquels ils croient, devant lesquels ils s'inclinent à la japonaise, prêtent sans sourciller à la France. Les marchés ont confiance dans la capacité de la France à rembourser ses dettes. La troisième notion, et c'est la dernière notion sur laquelle il faut se pencher, elle est de nature économique. S'endetter, on peut, mais pourquoi faire ? Que fait un banquier d'affaires ? Mettons-nous l'espace d'un instant dans sa peau. Eh bien, il regarde le coût de sa dette, par exemple 3%, pour acquérir un actif. Et il regarde le rendement espéré de cet actif qu'il compte acheter, par exemple 7%. Il y a un différentiel qui représente sa marge. Avec ce rendement, eh bien, il va rembourser sa dette, il va investir et il va valoriser son actif. Appliquons ce raisonnement à l'État. On peut s'endetter à 1% environ. Et donc, les actifs avec un rendement économique
et social supérieur ne manque pas. S'endetter pour financer les rénovations thermiques des bâtiments, les énergies propres, c'est finalement rentable. Ça l'est économiquement, socialement et écologiquement. Que fait le gouvernement ? Le gouvernement, il veut finalement faire le contraire. L'exemple de la privatisation d'Aéroports de Paris est à cet égard édifiant. Il veut vendre un actif qui rapporte, via des dividendes, 2,1% de rendement. Et l'État veut vendre cet actif rapportant 2,1% pour rembourser une dette qui lui coûte 1%. Eh bien, cela est de mauvaise gestion, tant du point de vue économique que social. Profitons de ces taux d'intérêt extrêmement faibles pour financer des actifs qui auront à coup sûr un rendement écologique, social et économique supérieur. Alors Julien, tu es venu nous parler d'un homme, du combat d'un homme qui est décédé sans avoir vu les fruits de ce combat en question. Absolument, il s'appelait Adrien Trivellato. C'est cet homme qui a fait la une du quotidien L'Humanité en 2011. Et cet homme il a travaillé toute sa vie en tant que menuisier. Et il était à son propre compte. Et n'ayant pas assez cotisé, il s'est retrouvé devant l'obligation de postuler au minimum vieillesse pour avoir une retraite. Et pour compléter cette petite retraite, il s'est retrouvé à devenir distributeur de prospectus publicitaires, comme des dizaines de milliers de personnes dans ce pays, pour le leader français de la distribution de prospectus qui s'appelle Adrexo. C'est eux qui distribuent dans les boîtes aux lettres tous ces jolis prospectus, toujours plus d'économie, les scoops d'Auchan, pour vous on n'en fait jamais trop, les saveurs de l'océan, etc. C'est 9 milliards de publicités, c'est 1 million de tonnes de déchets par an, 25 000 clients, 25 millions de boîtes aux lettres, et pour 18 000 distributeurs à peu près. Il y en avait 25 000 en 2011, et là ils ont effectivement réduit la voilure, ils sont à 18 000 salariés. Et le chiffre d'affaires de la société Adrexo en 2018 s'élevait à 280 millions d'euros. Cette société appartenait au groupe Spire Communication, qui elle-même appartenait au groupe Ouest France, qui était dirigé par feu François-Régis Hutin. Et la société a été rachetée pour 1 euro symbolique à l'ancien directeur d'Adrexo, Frédéric Ponce, ainsi que 2 de ses acolytes, qui fonctionnent un petit peu comme Bernard Tapie, c'est-à-dire qu'ils rachètent des sociétés en faillite pour les reconstituer de A à Z et essayer de créer un empire qu'on pourrait appeler l'empire du dernier kilomètre. Et donc le 11 septembre dernier, on a appris que Adrien Trivellato avait finalement eu gain de cause auprès de la cour d'appel de Nîmes, qui lui a attribué 15 000 euros donc de dommages et intérêts. Et Adrien Trivellato est décédé le 14 juillet. Nous l'avons appris dans un article du quotidien Midi Libre, qui d'ailleurs a donné énormément de fausses informations dans son article. La seule information qui était vraie, c'était celle qui annonçait le décès de cet homme qui incarne la lutte prud'homale, et qui fait écho aux propos de Muriel Pénicaud, qui s'est félicité de la baisse spectaculaire du nombre de saisines au prud'homme, puisque c'est moins 15% pour l'année 2017. Et effectivement, on voit bien la stratégie qui est mise en place, pas seulement depuis ce nouveau gouvernement, mais depuis plusieurs années, qui consiste à rendre la vie impossible aux travailleurs qui essayent de récupérer leurs dus en face des juridictions prud'homales. Merci Julien, et restez avec nous pour regarder le documentaire Dans la boîte, une immersion au sein de l'entreprise Adrexo, du distributeur sur le terrain jusqu'au président de la société et même jusqu'au directeur général du travail qui est justement chargé de faire respecter le droit du travail. L'autre 20h, c'est fini. Le média, comme nous le disons depuis plusieurs jours, joue sa survie. Si vous êtes sociaux et que vous en avez la possibilité, vous pouvez augmenter votre contribution mensuelle. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez devenir sociaux et participer à la diversité du paysage audiovisuel français. Quant à moi, je vous dis à demain.